Ces derniers jours, des émeutes ont éclaté dans les quartiers de plusieurs banlieues. Au lieu de cracher sur cette mobilisation, il serait bien plus juste et pertinent de comprendre pourquoi cette situation arrive. Une tribune de collectifs militants est déjà sortie pour soutenir cette révolte, ainsi que celle de syndicats et d'organisations, incluant le comité d'Adama. Par ailleurs, une vidéo de Mediapart, qui s'appelle « Quand l'État ne tient plus que par ses flics », apporte beaucoup d'éléments de réflexion sur les événements récents. La criminalisation des mobilisations par les médias comme en 2005 ne doit pas se répéter. Voici un contrôle d'attestation à Aubervilliers. Ramatoulaye, 19 ans, vient de recevoir un coup de taser dans la poitrine. La suite de l'interpellation lui vaudra 5 jours d'ITT. Le médecin qui l'a examiné a constaté des hématomes, des blessures à l'épaule gauche, au poignet droit, sur sa cuisse, des blessures dues selon la victime au coup de pied qu'elle a reçu dans le fourgon à l'abri des regards. On va aller voir ce qui se passe du côté de la Belgique où des émeutes ont éclaté le week-end dernier dans le quartier populaire d'Anderlecht à la suite du décès d'un jeune homme de 19 ans Adil, qui a été percuté en scooter par une voiture de police. Confinement ou pas, les histoires se ressemblent. Celle de Ramatoulaye, celle du jeune homme blessé ce week-end à Villeneuve-la-Garenne, celle d'Adama Traoré ou de Liu Xiaoyao. Elles racontent toute l'impunité des policiers et c'est là-dessus qu'on va revenir aujourd'hui. L'élément déclencheur a été la blessure grave d'un habitant de Villeneuve-la-Garenne. Il s'appelait Mouldi. Et samedi soir, après qu'il ait percuté la portière d'une voiture de police banalisée ouverte volontairement. Alors oui, il n'avait pas de casque et conduisait dangereusement. C'est un tort de sa part. Mais ça ne justifie en aucun cas d'ouvrir une portière pour le stopper lorsqu'il arrive à vive allure, en sachant pertinemment que le choc va le projeter et le blesser très probablement gravement, ou pire, le tuer. Parce que cet acte était bien volontaire. Les agents de la BAC, comme d'habitude, c'est à cette unité qu'on doit cette intervention pleine de justice et de proportion dans l'usage de la force. L'observer et ne pouvait pas avoir fait ça par accident. Résultat, après des cris intenses de douleur, Mouldi a été pris en charge à l'hôpital et souffre d'une fracture ouverte de la jambe gauche, mais n'a heureusement pas été amputé. Le parquet affirme qu'aucune enquête IGPN n'a été lancée pour le moment, mais la presse prétend qu'une enquête a été ouverte contre Mouldi pour rodéo urbain et mise en danger d'autrui. Elle est menée par des collègues directs des policiers de la BAC impliqués dans l'accident. N'y aurait-il pas conflit d'intérêts ? Comme d'habitude, il y a de très grands risques d'impunité quand on connaît les tendances dans la police à charger au maximum les victimes de violences policières, en déformant les récits et en inventant souvent des charges sans aucune preuve, avec une hiérarchie et une institution qui les protègent. Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des Gilets jaunes. Ne parlez pas de répression, de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Il y a beaucoup d'affaires avec des éléments assez probants, avec des témoignages assez clairs, et une justice qui, selon moi, fonctionne très mal. Je traite un certain nombre de dossiers, en effet, de ce que j'appelle moi des violences policières illégitimes, notamment l'affaire Adama Traoré. Adama Traoré est mort le 19 juillet dernier à Beaumont-sur-Oise. Après une interpellation musclée, il meurt 2 heures plus tard dans la cour de cette caserne. L'affaire de Madame Zineb Redouane. Zineb Redouane, 80 ans, est chez elle. Elle ferme ses volets pour se protéger des gaz lacrymogènes lorsqu'un projectile l'atteint en plein visage. L'affaire de M. Gay Camara. Gay Camara, c'est un jeune homme de 26 ans qui a été assassiné dans la nuit du 16 au 17 janvier par la police d'Épinay-sur-Seine. L'affaire Abdoulaye Fofana à Montfermeil. Les policiers ont interpellé un jeune homme de 20 ans soupçonné d'être impliqué dans des échauffourées. Le problème, c'est qu'ils l'ont frappé dans le hall de son immeuble. C'est l'affaire d'ailleurs qui a inspiré le film Les Misérables. Curtis Robertin. Curtis, 17 ans, est mort en cherchant à éviter un contrôle de la BAC à Antony. Il y a 4 ans, un sans-papier malien sortait de sa garde à vue dans le coma pour des raisons encore inexpliquées. Aboubakari Tandia mourait 1 mois et demi après. Certains gilets jaunes, notamment Monsieur Frey, qui a perdu un œil. J'ai entendu une première balle qui tape dans le mur, une deuxième je crois, et la troisième je l'ai pris dans la tête.
Il est vrai que dans tous ces dossiers, les magistrats ne vont pas au bout des investigations. Je pense notamment aux reconstitutions, très importantes en la matière. Ça a été le cas dans l'affaire Adama Traoré, où les juges avaient dit oui dans un premier temps et en fait ne l'ont jamais réalisé. La deuxième difficulté qu'on retrouve souvent, c'est une communication erronée, une communication parfois mensongère. Ça a été le cas récemment pour Madame Redouane, où le procureur de Marseille avait quand même osé affirmer face aux médias qu'il n'y avait pas de lien entre la grenade et le décès. Zineb Redouane est sur son balcon. Atteinte chez elle. Elle ne manifeste pas. Par une grenade lacrymogène. Non, elle ne manifeste pas. Elle est atteinte par une grenade lacrymogène. Oui. Elle va à l'hôpital parce qu'elle est blessée dans ce cadre-là. Et l'enquête indique qu'elle meurt d'un choc opératoire. Alors je veux bien qu'on accuse la police de tout. Lorsqu'il y a un décès suspect, entre guillemets, avec des soupçons de violence policière illégitime, il n'est pas rare qu'une première information soit donnée aux médias, soit par les policiers eux-mêmes, soit par la préfecture. Et malheureusement, certains journalistes ont tendance à reprendre exclusivement une version sans demander l'autre version. C'est ce qui s'est passé récemment dans l'affaire Bas, où le préfet du Val d'Oise a rédigé un communiqué partiel et partial, dans la mesure où il ne faisait pas état des différents témoignages qui existaient déjà et qui mettaient en avant le rôle actif du fourgon de police dans le cadre de l'accident tragique de Monsieur Bas. Ça permet ensuite de spéculer sur le comportement qui était celui de la personne qui est décédée. L'opinion un petit peu qui va arriver, ça va être de se dire la personne décédée était un voyou. En l'absence d'éléments objectifs, certains sur les raisons du décès, à ce stade, beaucoup de gens préfèrent prendre position pour les forces de l'ordre. Même si juridiquement ça tient pas la route. Le plus important, c'est de dégainer et de mettre ce doute. Vous savez, calomnier, il en restera toujours des traces. Et en effet, ce sont des choses ensuite qui sont assez compliquées à rétablir. L'énorme difficulté, c'est que la défense des policiers soupçonnés de violences illégitimes est très ambitieuse. Leur système de défense, c'est grâce notamment à des experts de très mauvaise qualité, c'est de dire que le décès ne résulte même pas de comportement policier. C'est-à-dire qu'il faut déjà démontrer dans un premier temps, et ça doit prendre 5 ans, 6 ans, que le décès a un lien avec la violence d'une interpellation, par exemple. Et ce combat-là est déjà extrêmement compliqué, parce que des médecins vont venir vous dire qu'un tel avait des grosses maladies, qu'il est mort tout seul, qu'il est mort parce qu'il a couru, enfin, beaucoup de choses parfois qu'on a totalement inventées. Et c'est seulement une fois que dans ce travail d'expertise médicale, on démontre un lien avec l'interpellation, seulement à ce moment-là qu'on rentre ensuite sur la question de la légitimité des violences. Le vrai bras armé des décisions de non-lieu, c'est des expertises de très mauvaise qualité réalisées par certains médecins. Et dans l'affaire Adama Traoré, c'est flagrant. On a vraiment des médecins qui ont inventé les pathologies. Vraiment inventé les pathologies, c'est extrêmement grave. J'accuse Caroline Rimbaud, médecin expert mandaté par la justice, d'avoir inventé une pathologie cardiaque comme cause de la mort d'Adama Traoré. Les solutions concrètes pour améliorer les choses, peut-être des sanctions plus lourdes à l'égard des policiers reconnus coupables, arrêter aussi de féliciter et d'accélérer la carrière des acteurs judiciaires de très mauvaise qualité, je pense notamment aux experts. Vous voyez, je vous donne un petit exemple. Il y avait la directrice de l'Institut médico-légal qui réalisait donc les autopsies, Madame Dominique Lecomte. Cette dame s'était fait remarquer dans l'affaire Malekou Sekine. Un cortège imposant pour un seul mot d'ordre, plus jamais cela. Le deuil de Malekou Sekine, mort après un violent matraquage la semaine dernière. Arrêt cardiaque, consécutif aux coups portés par les policiers. Arrêt cardiaque dû à la peur. Une enquête est ouverte par l'inspection générale des polices, la police des polices. Et c'est elle qui avait rendu le premier rapport en indiquant que son décès résultait d'un effort intense parce qu'il aurait couru quelques centaines de mètres sans mettre en avant les dizaines et les dizaines d'hématomes qu'il avait sur le corps. Et cette même personne ensuite a eu une super promotion car elle est devenue directrice de l'Institut médico-légal tout simplement. Le décalage entre leur comportement, leur manière de faire des investigations dans un dossier normal et les dossiers de violence policière illégitime, de soupçon en tous les cas, est tellement éloigné que vraiment je comprends pas comment un magistrat instructeur peut être aussi brillant dans un dossier classique, puis ensuite tout à coup refuser tout acte d'investigation, interroger des policiers sans poser les questions les plus importantes. Il faut savoir que la France a été condamnée à plusieurs reprises pour ce manque d'effectivité de l'enquête, avec des juges malheureusement parfois qui refusent d'entendre certaines personnes, certains témoins. Dans l'affaire Adama Traoré, les juges d'instruction n'ont même pas demandé aux gendarmes pourquoi ils ont mis tout leur poids sur le corps d'Adama Traoré, alors que c'est la question centrale. Je constate que le comportement judiciaire et policier est le même lorsque la victime est un gilet jaune ou un jeune de quartier populaire de telle ou telle origine. Les enquêtes de l'IGPN aboutissent toutes. Elles n'aboutissent pas peut-être à ce que les gens veulent entendre.
Au niveau disciplinaire et au niveau de l'IGPN, ça peut parfois aller très vite, mais pas dans les affaires de soupçon de violence policière légitime. Lorsqu'un policier est poursuivi pour vol, par exemple, ou pour des malversations, ou que sais-je, les sanctions sont extrêmement rapides et extrêmement sévères. J'ai déjà, moi, plaidé devant des juridictions en disant qu'il n'était pas normal d'être plus sévère comme ça à l'égard d'un policier. Donc c'est vous dire, il y a beaucoup d'affaires avec des éléments assez probants, avec des témoignages assez clairs, et une justice qui, selon moi, fonctionne très mal. Après cette énième violence policière, les quartiers de Villeneuve-la-Garenne ont explosé de colère, dans la nuit de dimanche à lundi, mais aussi certains quartiers de plusieurs départements d'Île-de-France, dans le Nord, à Amiens, le Grand Est, à Mulhouse, Strasbourg ou encore Bordeaux, Lyon, Toulouse. Essentiellement des feux de poubelle, feux d'artifice, barricades, contre gaz lacrymogène, balles de caoutchouc tirées par des lanceurs de balles de défense et grenades. S'ajoutent à ça des arrestations violentes de journalistes indépendants comme Taha Bouaf. De là-bas si j'y suis. Je suis journaliste, je suis journaliste, je suis journaliste. Je suis journaliste. On est journaliste. On est journaliste. Vous faites quoi? On est journaliste, messieurs. Comment ça, il n'y a pas de carte de journaliste? On vous l'a. Mais, on est journaliste, vous n'allez pas nous intimider comme ça. Vous n'allez pas nous intimider comme ça maintenant. Merde, merde, on bosse. Stop. Enlevez votre lumière, là. Enlevez votre lumière. Quel avertissement? De quoi? On bosse maintenant. Vous arrêtez de nous faire chier. Faites votre job. Enlevez votre lumière. Et vous me menacez plus. Comment ça, casse-toi? Ils ont craqué ou quoi? On bosse. Comment ça, vous m'interpellez? Tout de suite. Vous me touchez pas, je suis journaliste. Et je vous promets que si vous m'interpellez, ça va être compliqué pour vous. Voilà, donc ils veulent m'interpeller. On est deux, il y a 2000 personnes en live là. Il y a 2000 personnes en live. Vous n'avez pas à nous intimider de la sorte. On part pas d'ici, on bosse. On bosse. Mais c'est vous qui nous faisiez courir sur la route. Mais allez là-bas, c'est votre boulot. Arrêtez de faire chier le monde. Ah, vous me touchez pas, monsieur. Ah! 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 On est interpellé, je vous... Ah! Lâchez-moi, monsieur, vous êtes en direct. Je vous promets que je vais vous dormir. Ok, c'est bon, lâchez-moi, je me laisse faire. Je me laisse faire, ils sont violents. Une pratique toujours plus fréquente depuis le mouvement des Gilets jaunes, chez certaines personnes de la police qui ne veulent pas que leurs actes illégitimes soient diffusés. Ces explosions de colère ne sont pas seulement le résultat de l'accident de Mouldier, mais l'accumulation d'injustices vécues quotidiennement depuis des années par les personnes qui habitent dans les quartiers populaires, que ce soit les contrôles, humiliations, violences illégitimes. Encore davantage depuis le début du confinement avec la présence policière renforcée. Tout ça évidemment justifié par l'état d'urgence sanitaire, mais aussi par la précarité, les inégalités que cette crise vient exacerber. On pense tous à Ramatoulaye, 19 ans, le 19 mars à Aubervilliers. Sofiane, 21 ans, le 24 mars aux Ulysses. Regardez, là, ils vont finir le petit dans le coin en cachette. Regardez, écoutez le petit crier. Regardez, écoutez. Ils sont en train de le tuer dans un coin.
Sofiane est toujours en état de choc. Il y a un traumatisme psychologique. Tous les jours, on me pose la question pourquoi ils m'ont fait ça. Et je n'ai pas de réponse à lui donner. Il commence à paniquer pour deux raisons. Que cette brigade est défavorablement connue des habitants des Ulysses pour leur violence. Et d'autre part qu'il a oublié l'attestation. Elle voit un jeune homme qui court. Peut-être est-ce cette situation qui les a menés à vouloir intervenir. Les policiers directement se jettent sur lui, se mettent à le frapper. On ne l'interroge pas, on ne le verbalise pas. Il n'a opposé aucune résistance. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de ces violences? On ne le sait pas. Est-ce que c'est leur manière de procéder dans ces banlieues? Vraisemblablement, c'est le cas. Il insulte, sont en train de le buter. Il va recevoir une pluie de coups, de poings, des coups de matraque télescopique. L'un qui est cagoulé va toucher les parties intimes de Sofiane en lui indiquant « tu aimes ça ». Qu'un autre policier va apposer son pied, trouve le cœur de Sofiane, va appuyer dessus en lui indiquant « on va te ramener dans la forêt, on va te brûler, t'es qu'une petite... » Pourquoi agir de la sorte? Si c'était votre enfant qui avait été filmé et qui avait été torturé de la sorte, qu'est-ce que vous auriez ressenti? Donc ils se mettent à la place de parents. Le président de la République a indiqué que nous étions en état de guerre, mais ce que les services de police doivent comprendre, c'est que la guerre, ce n'est pas contre les jeunes de banlieue, c'est contre le virus, que ce n'est pas quelque chose d'isolé, on n'est pas dans un cadre de violence urbaine, les cités sont désertes, donc pourquoi user de tels procédés de violence? C'est parfaitement incompréhensible. Regardez ce qu'ils font. Regardez. Une enfant de 5 ans dans les Yvelines. Et beaucoup d'autres. Ces agissements criminels s'ajoutent à la longue liste qui existait déjà depuis longtemps, que ce soit le meurtre d'Adama Traoré, Gay Camara, Lamine Dieng et tellement d'autres. En France, au cours des 42 dernières années, 578 personnes sont décédées à la suite d'une intervention des forces de l'ordre, soit à peu près l'équivalent de l'Assemblée nationale. 6% étaient des femmes et 12% des enfants ou des adolescents de moins de 18 ans. 92% étaient de sexe masculin et la moitié des morts avaient moins de 26 ans. Près de la moitié de ces affaires se déroulent en banlieue parisienne et au sein de nos grandes villes comme Grenoble, Marseille, Rennes, Nantes. Alors que moins d'un quart de la population y vit. Nous le savions, mais aujourd'hui plus personne ne peut l'ignorer, et ce depuis le 17 novembre 2018. Alors pourquoi les procédures de maintien de l'ordre ne sont pas suivies en ces lieux? Pourquoi l'usage de la force y est disproportionné? Pourquoi les enquêtes ne sont toujours pas résolues? Pourquoi ne parlons-on pas dans les médias traditionnels? Parmi ces 578 personnes, 352 ont été tuées par arme à feu, plus de la moitié. Et les parties du corps les plus fréquemment touchées par les balles mortelles sont la tête, le cœur et la nuque. C'est le cas de mon frère Gaï. Le 16 janvier 2018, la police l'a abattu froidement d'une balle dans la tête après avoir tiré 8 fois. 8 fois pour être sûr de ne pas le louper. Il n'était même pas armé, ils l'ont assassiné. Ou encore plus récemment, en mars 2019 à Grenoble, Adam Soli et Fatih Karakus, deux jeunes de 17 et 19 ans, morts parce qu'ils étaient poursuivis par un véhicule de la BAC. 14% sont morts dans le cadre d'une course-poursuite, comme Moussine Seouli, 15 ans, et Larami Samoura, 16 ans, percutés en novembre 2007 à Villiers-le-Bel par une voiture de police qui les poursuivait à vive allure sans tenir compte du danger. Lamine Dieng était tué la même année, par asphyxie. 8 ans que les responsables vivent en paix, alors que la famille attend que justice soit faite. Plus loin encore, en 2005, à Clichy-sous-Bois, Bouna Traoré et Zied Benna, 15 et 17 ans, perdaient la vie après une course-poursuite avec la police qui n'a eu de cesse de les traquer. 11% des décès sont liés à un malaise ou une asphyxie. Mon frère, Adama, en fait partie. Ces techniques d'immobilisation par les forces de l'ordre sont interdites dans plusieurs pays frontaliers européens, dans plusieurs États aux États-Unis, mais elles continuent d'être pratiquées en France. Ce jour-là, mon frère Adama a porté plus de 250 kilos, le poids de 3 gendarmes. Il a subi un plaquage ventral. L'écrasante majorité des victimes de ces techniques-là sont des Noirs et les Arabes.
Nous connaissons la vérité. La France, le monde entier la connaît. Les gendarmes ne sont toujours pas inquiétés. Nous sommes dans un déni de justice. L'État, les tribunaux, les experts se partagent le pouvoir pour étouffer l'affaire. Nous n'abandonnerons jamais. Un pays sans justice est un appel à la révolte. Les chutes et les noyades représentent, elles, 7% des décès. Dernièrement, Steve Mayak à Niceau, qui fêtait la musique en juin dernier avec ses amis à Nantes, s'est noyé dans la Loire après une charge violente de la police. Immédiatement, après avoir retrouvé son corps, l'État a écarté toute responsabilité des forces de l'ordre. Mais ce n'est pas tout. Parmi les 352 personnes tuées par balle, 60% n'étaient pas armées. Alors à quel moment peut-on s'octroyer le droit de tirer sur une personne désarmée? Quand déciderons-nous de dénoncer l'inacceptable? Le militant écologiste Rémi Fraisse était présent sur le site du barrage de Sivins au moment où il a reçu une grenade qui l'a tué en octobre 2014. Quand beaucoup portent l'uniforme pour protéger et servir, d'autres, enragés, blessent, mutilent ou même pire, se sentent protégés. Sao Liu, père de famille de 56 ans, a été tué à son domicile par un policier de la brigade anticriminalité le 26 mars 2017 et ce devant 2 de ses 5 enfants. Ils ont défoncé la porte, tiré sur lui en plein thorax sans sommation. Nous exigeons que la vérité soit établie, que celui qui a commis cet homicide soit jugé et que ceux qui ont cherché à étouffer, déformer et manipuler la vérité soient sanctionnés. Il est inadmissible que 2 ans après, un non-lieu ait été prononcé. Des cas isolés? Non. La répression a toujours été omniprésente, exercée depuis toujours en banlieue, qui sont en réalité de grands espaces d'entraînement des forces de l'ordre, des grands laboratoires d'essais du LBD. En février dernier, le Conseil d'État a rejeté les demandes de suspension de l'usage du lanceur de balles de défense LBD dans les manifestations de Gilets jaunes. La France est l'un des rares pays européens à toujours utiliser le LBD, banni pourtant depuis longtemps de l'arsenal des forces de l'ordre chez nos voisins européens. Et ne parlons même pas des grenades de désencerclement pouvant mutiler lourdement et toucher les enfants, les parents et les touristes présents dans le périmètre. C'est ainsi qu'au sein du mouvement des Gilets jaunes, 25 personnes ont été visées à l'œil et en ont perdu l'usage. 5 personnes ont eu la main arrachée et une personne a perdu l'audition. Depuis des années, la plupart des grands médias travestissent la réalité et nous opposent les uns aux autres. Il faut que cela cesse. Informons-nous autrement, différemment, correctement. Faisons fonctionner notre esprit critique. Que ce soit dans un contexte de chasse à l'homme, comme c'est le cas en banlieue, que ce soit pour maintenir l'ordre dans un lieu festif, pour nous dissuader de manifester pour des conditions de vie dignes ou pour alerter sur le dérèglement du climat. Il est clair que le ministère de l'Intérieur use de méthodes qui dépassent l'entendement, des méthodes qui ne respectent pas la Déclaration des droits de l'homme si fièrement initiée par la France. Est-il normal de tirer des grenades en plein centre-ville, au milieu des habitations, sans avoir au préalable sécurisé les lieux? Est-il normal que Zineb Redouane ait été touchée par une grenade alors qu'elle se trouvait à la fenêtre de son domicile? C'est pourtant ce qu'il s'est passé le 1er décembre 2018 à Marseille. Morte à l'hôpital le lendemain, après avoir été grièvement blessée, le responsable de son décès refuse de se dénoncer et la justice ne fait rien. Je porte l'uniforme, donc j'ai le droit de te manquer de respect, d'abuser de mon autorité, d'user de la force, même si la situation ne l'exige pas. J'ai le droit de te tuer, j'ai tous les droits. De toute façon, jamais je n'irai en prison pour ça. Qu'est-ce que tu crois? On fait pression sur les médecins légistes, les experts travaillent pour nous, la police enquête sur la police. Tu crois quand même pas qu'elle va nous sanctionner? Les juges sont amis avec nos patrons, ils sont tous corrompus et au fond de toi tu le sais très bien. La vraie question c'est qu'est-ce que tu vas faire? Attendre qu'un de tes proches soit tué pour dire stop? Joignez-vous à nous pour demander des sanctions et des condamnations pour les responsables de ces dérives. L'arrêt de l'usage du LBD. La création d'un organe indépendant pour enquêter, stop à l'IGPN. Le renvoi du ministre de l'Intérieur et de son secrétaire d'État. Les personnes qui se mobilisent dans ces quartiers ne font que réagir à la violence systématique et raciste de l'État et certains membres de sa police qui agit quotidiennement. Ce qui se passe n'est que la conséquence logique de la persécution exercée par des unités comme la BAC dans ces quartiers. Aux personnes, forces de l'ordre comprises, qui veulent que ces émeutes s'arrêtent, vous n'avez qu'à aider les quartiers à empêcher les violences policières qui se déchaînent. Sinon, ne venez pas vous plaindre que leur colère s'exprime par une violence infiniment moindre comparée à celle qu'ils subissent. Elle était camouflée depuis longtemps, mais les réseaux sociaux ont permis aux témoins de diffuser instantanément les preuves des images, des agissements policiers dans les quartiers populaires. Elles ne rendront pas justice, mais permettent au moins de contredire la version officielle lorsqu'elle est mensongère.
comme c'est souvent le cas. Qu'elles viennent des personnes qui commettent ces actes ou des procureurs qui organisent systématiquement leur impunité avec l'aide précieuse de l'IGPN pour juste rétablir la vérité. Alors très certainement que beaucoup s'indigneront de ces mobilisations, de leur place privilégiée dans la société et ou par déconnexion de ce que vivent ces quartiers. Mais une chose est sûre, l'histoire de 2005 ne doit pas se répéter. Un lien s'est créé entre les gilets jaunes écologistes, personnes militantes des quartiers populaires, par la lutte, la solidarité face à la répression commune. Bien qu'elle s'exerce différemment, selon pourquoi on se bat. Répression plus forte des gilets jaunes que des personnes d'Extinction Rébellion. Sinon, comment on se bat? Les zadistes ne sont pas réprimés de la même façon que les militants non violents, qu'on soit blanc ou racisé. Cette fois, les quartiers ne seront pas aussi marginalisés qu'en 2005. Du soutien sera là pour combattre avec eux la criminalisation venant des médias et de la classe dirigeante. Aux personnes qui condamnent ces mobilisations, venez vivre ce que vivent les personnes qui habitent dans les quartiers populaires, à moins que vous n'en soyez pas capables. Et nous verrons ensuite si vous les condamnez toujours. Leur mobilisation est légitime et nécessaire pour leur émancipation face à la violence systématique qu'elles subissent. Ce n'est pas par la non-violence seule, bien qu'elle ait aussi joué un rôle non négligeable, que des droits bien qu'insuffisants ont été obtenus aux États-Unis pour des communautés afro-américaines. Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Il y a pas longtemps, j'ai croisé une publication Facebook de Greenpeace France et ça m'a fait comme un électrochoc. Greenpeace France, c'est 40 ans d'action non violente, de désobéissance civile et de détermination pour protéger l'environnement et la biodiversité. Il se félicite de se battre depuis plus de 40 ans pour la préservation de la planète. Mais est-ce que c'est pas un aveu d'échec au final? Moi je pensais que la non-violence c'était la stratégie la plus rapide, la plus efficace, celle qui nous permettrait de sortir du capitalisme et de... Peter Gelderloos, comment la non-violence protège l'État? C'est des conneries ça. Et si on s'était trompé? Et si la non-violence n'était pas la meilleure stratégie, mais simplement une des stratégies parmi toutes celles possibles? Au final, est-ce que les marches pour le climat font peur au système? Je crois que j'ai quelques questions à poser à Peter Gelderloos. Ces émeutes ont une forme de lutte parmi d'autres et s'inscrivent dans un ensemble plus vaste. Par exemple avec les combats menés par les différents comités, Vérité et Justice pour Adama Traoré, Gay Camara et d'autres. Ce sont des combats à soutenir, pas à criminaliser. Bien qu'évidemment la majeure partie de la population y soit indifférente ou soit contre. Qu'importe la cause est légitime, même si elle devrait davantage mobiliser si nous n'étions pas dans des sociétés aussi divisées, où la culture de l'égocentrisme a été répandue massivement par des années de façonnement de la population. Rappelons quelques citations pour finir. Quand la justice n'est que violence, la violence n'est que justice. Il y a 3 sortes de violence. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations. Celle qui écrase et lamine des millions d'humains, d'êtres vivants, dans ses rouages silencieux et bien huilés. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première. La troisième est la violence répressive, qui a pour but d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde, en feignant d'oublier la première qui l'a fait naître et la troisième qui la tue. Helder Camara, évêque brésilien connu pour sa lutte contre la pauvreté. Ceux qui rendent une révolution pacifique impossible rendront une révolution violente inévitable. Courage aux personnes qui habitent dans les quartiers populaires. Quant aux cadres et aux autres personnes de la classe moyenne supérieure qui, pour beaucoup, pas toutes, ne se soucient pas de ce qui se passe, ou pire, s'indignent de la réaction des quartiers populaires. Il serait temps de se préoccuper d'autre chose que sa vie personnelle.
et faire preuve d'un peu de solidarité.